Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur la RTS, il est 20h, le journal, voici les titres. Un partenariat innovant pour un développement territorial durable, le plaidoyer est lancé par les 550 maires du Sénégal dans l'esprit de l'acte 3 de la décentralisation. L'AMS, l'association qui les regroupe, a ouvert son premier congrès ce mardi sous la présidence du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. 69,9 pour le oui, en taux de participation de 40,42%. Le ministre de l'Intérieur a publié les chiffres provisoires du référendum du 20 mars collectés par ses services. Abdoulaye Daouda Diallo s'est également prononcé sur le fichier électoral, la probable fusion de la carte d'identité et la carte d'électeur et l'incident du dimanche à Oual Fadjria. La charte du Kourou Kamfouga à la loupe dans cette édition, proclamée en 1235 à l'époque de l'Empire du Mandé. Elle est considérée comme la plus ancienne déclaration des droits humains au monde. Décryptage dans la rubrique Au cœur de nos cultures. Sénégal-Niger du 26 mars, Diao Baldé dans la tanière. Le néo-lion est arrivé hier à Dakar. Le joueur de la Lazio de Rome exprime son honneur de porter le maillot sénégalais. Nous parlerons dans cette édition des atouts des deux équipes et des enjeux de ce match du groupe K. Bienvenue à tous, madame, monsieur, bonsoir. Plus de 1000 volontaires de la JICA contribuent au développement du Sénégal. En fin de mission à Dakar, le représentant résident de l'agence japonaise de coopération internationale a fait ses adieux aujourd'hui au chef de l'État. À cette occasion, le président Macky Sall l'a élevé au rang d'officier de l'Ordre national du Lion. Voici Rishi Kato qui répond aux questions de Pape Birambi Gendiaï. Nous vous faisons officier dans l'Ordre national du Lion. Je suis très honoré d'être, n'est-ce pas, donc d'avoir décollé et recevoir une distinction comme ça, comme ceci. C'est mon grand honneur. Mais donc, je sais que, bon, coopération japonaise, ici au Sénégal depuis 40 ans, n'est-ce pas? Donc, c'est la distinction pour moi, mais pour eux, je suis représenté tous les acteurs qui étaient, n'est-ce pas, donc au Sénégal. Donc j'ai dit donc, Monsieur le Président, il y a plus de 1000 volontaires qui étaient donc au Sénégal. Et puis donc il y a beaucoup d'experts, staff JICA, qui étaient donc au Sénégal pour contribuer au développement du Sénégal. Donc je suis vraiment donc représenté tous ceux qui donc travaillent pour le Sénégal. Donc c'était vraiment donc grand honneur pour moi en tant que représentant résident de la JICA et en tant que représentant, n'est-ce pas, dans l'ensemble de familles de la JICA. L'Association des maires du Sénégal, AMS, a ouvert ce matin son premier congrès. Ils sont 550 maires du Sénégal à y participer. Des représentants des pays de l'UEMOA sont aussi présents à ce congrès présidé par le Premier ministre autour du thème « Partenariat innovant pour un développement territorial durable ». Cher Bambagaye. Ce premier congrès de l'Association des maires du Sénégal se tient 14 mois après l'installation de son nouveau bureau. Pour une institution aussi importante, l'AMS a jugé nécessaire en marge de son Assemblée générale de tenir ce congrès à caractère international car plusieurs pays de l'UEMOA y sont représentés avec les 557 maires du Sénégal. Le maire de Dakar, secrétaire général de l'Association internationale des maires francophones, s'est réjoui du choix porté sur le président Abdou Diouf comme parrain de ce premier congrès avant de s'appesantir sur l'importance du financement des projets destinés aux collectivités locales. Et c'est parce que la coopération ne se limite pas à de vagues concepts que l'AMS tient un colloque avec l'Association internationale des maires francophones. Un partenariat dynamique et le président de l'Association des maires du Sénégal, Aliou Sall, est revenu sur l'importance de ce congrès. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le congrès qui nous réunira durant ces 3 jours couvre 3 événements. L'Assemblée générale statutaire de l'Association des maires du Sénégal, le Salon des maires et du développement durable et le colloque sur les financements innovants du développement durable. L'Assemblée générale sera l'occasion pour l'AMS de valider son document stratégique de développement quinquennal. Le plan stratégique 2015-2020 sera l'occasion de réaffirmer et consolider la vision fondée sur des valeurs communes que partagent les 557 maires membres de l'association et confirmera leur vocation à être des acteurs éminents de la décentralisation.
Ce premier congrès des maires du Sénégal est une tribune d'expression des besoins, de faire le point sur les avancées, mais aussi les contraintes. L'octroi des moyens accompagne les compétences transférées et le gouvernement rappelle le credo et la volonté et l'engagement du président de la République à accompagner les collectivités locales, lui, le précurseur de l'acte 3 de la décentralisation. Conscient de cette situation et voulant faire du développement durable des territoires une réalité au Sénégal, le président Macky Sall a engagé dans notre pays une grande réforme appelée Acte 3 de la décentralisation. Cette réforme vise à bâtir des territoires viables, attractifs et porteurs de développement durable. C'est une refondation de la gouvernance locale reposant sur la territorialisation des politiques publiques qui s'appuie entre autres sur la contractualisation des relations entre l'État et les collectivités territoriales. Pour mieux soutenir ce processus, le président de la République a créé une commission nationale de dialogue des territoires et il va mettre en place très prochainement, pour parachever le schéma institutionnel de la décentralisation, le Haut Conseil des collectivités territoriales, tel que prévu par la révision de la Constitution qu'il vient de soumettre au peuple sénégalais souverain le 20 mars 2016. Le président de l'AMS, Aliou Sall, a choisi Ousmane Tanor Dieng, ministre d'État et maire de Nguéniène, à prononcer la leçon inaugurale de ce congrès. Il a mis l'accent sur la nécessité de repérer les formes de développement durable. Ce premier congrès est donc parti pour jeter les bases d'un véritable travail de coordination des efforts pour des territoires viables et développés et compétitifs, assis sur le socle d'un développement durable bien maîtrisé. Les maires se sont félicités de la tenue de ce premier congrès. Pour eux, le Sénégal est déjà dans cette dynamique de donner aux collectivités locales beaucoup plus de moyens avec l'acte 3 de la décentralisation. Voici les réactions des maires de Ourossogui, de Mampatim et de Latmingué au micro de Cherba Magueye. Je me suis beaucoup félicité de cette initiative parce que ça nous a permis de travailler en droite ligne à la fois des recommandations de la COP 21 tenue à Paris, au Bourget, mais également en droite ligne des orientations de la phase 2 de l'acte 3 de la décentralisation, qui consacre à la suite du transfert, qui consacre en perspective un transfert de nouvelles compétences aux collectivités locales, mais aussi et surtout, j'insiste beaucoup, surtout, transfert plus conséquent de ressources. C'est une première pour les maires du Sénégal. Et nous voyons aujourd'hui que nous avons une association qui est très dynamique, parce qu'il est important que des rencontres de ce genre aient lieu, d'autant plus que le Sénégal a fait l'option de faire le développement par les collectivités locales, donc un développement par les communes et les départements. Et donc des rencontres de ce genre sont des rencontres d'une importance capitale. Ce congrès est venu à son heure parce que nous savons qu'aujourd'hui, les collectivités locales, avec l'acte 3 de la décentralisation, sont devenues un maillon important dans le développement social, économique de ce pays. Et surtout, avec cet acte 3, aujourd'hui, le président Macky Sall a montré que le citoyen, à la base, doit être vraiment au cœur du développement, au cœur de l'émergence du Sénégal. 62,9% plutôt que 69,9%. C'est d'après le ministre de l'Intérieur le score du oui au référendum de dimanche dernier. Abdoulaye Daouda Diallo était en conférence de presse cet après-midi. Il a énoncé les chiffres provisoires collectés par ses services. D'après lui, le taux de participation tournerait autour de 40,42%. Autre question au menu, la révision du fichier électoral et une possible fusion de la carte d'identité et la carte d'électeur. Le compte rendu de Ominour. Selon le code électoral sénégalais, c'est la Commission nationale de recensement des votes qui proclame les résultats provisoires au plus tard le vendredi qui suit la tenue du scrutin à minuit. Le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, a donc pris quelques précautions pour énoncer ces chiffres. Même si je ne suis pas l'autorité, et c'est important, habilité à prononcer les résultats, les tendances enregistrées par mes services compétents se présentent ainsi qu'il suit. En attendant justement que la proclamation officielle en soit faite, tout le monde le sait, aujourd'hui, justement, le courant du oui remporterait le scrutin autour de 62,9%.
et le courant du Nord, bien évidemment, 37,1. Autre chiffre du scrutin référendaire du 20 mars. Nombre d'inscrits 5 496 406. Nombre de votants 2 221 647. Taux de participation 40,42%. Le ministre de l'Intérieur a justement donné des précisions sur ce taux de participation jugé faible par certains observateurs. S'agissant du taux de participation, il faut signaler qu'il a progressivement diminué à travers les différents référendums suite à l'accroissement inverse du nombre d'inscrits sur le fichier électoral. En outre, ce fichier contient un stock mort important depuis l'instauration de la carte nationale d'identité numérisée en 2005 qui a été accompagnée par l'inscription automatique sur le fichier électoral. Autre question soulevée par les journalistes au cours de ce face-à-face, celle de ces presque 200 000 électeurs qui ont été privés de vote à cause de la panne de la machine chargée d'imprimer les cartes d'électeurs. À ce propos, le ministre de l'Intérieur annonce des pistes de solutions, avec notamment l'entrée en vigueur sous peu des cartes d'identité biométriques de la CEDEAO, qui selon lui permettrait de faire d'une pierre deux coups. Nous discuterons encore avec la classe politique. S'ils sont dans ces dispositions, je ne vois pas pourquoi justement nous ne fusionnerons pas justement et la carte d'électeur et la carte d'identité. Ce point de presse a aussi été l'occasion pour le ministre de l'Intérieur de saluer, je cite, la retenue dont a fait preuve la classe politique sénégalaise. Abdoulaye Daouda Diallo invite ses membres à de larges concertations en vue des prochaines échéances électorales, 3 au total entre 2017 et 2019. Au cours de cette conférence de presse, Abdoulaye Daouda Diallo est revenu sur les incidents qui ont eu lieu au groupe de presse Walfadjri. Pour le ministre de l'Intérieur, il n'y avait pas lieu pour le directeur général de l'ARTP d'aller sur place le jour du vote. En revanche, l'État ne permettra plus à aucun média de faire de la propagande après la clôture de la campagne électorale. Le voici au micro de Oumindour. Ce qu'il faudra quand même noter est que dans tous les cas, c'est une chose qui s'arrêtera, quoi qu'il arrive. C'est que nous ne pouvons pas permettre quand même à un groupe de presse ou à une personne tout simplement de continuer la propagande en dehors des délais légaux qui ont été fixés. Et ce qui s'est passé, vous le savez vous tous, que la campagne officiellement elle s'arrêtait à minuit, donc le 18, et qu'il n'était plus possible à partir de cet instant qu'un Sénégalais de quelque bord qu'il soit puisse continuer de faire dans la propagande. Ce qui a été constaté ce jour-là, justement, c'est que la propagande a continué malgré que nous étions dans un jour de scrutin. Et pour cela, de toute façon, la décision revenait à l'autorité habilitée de le faire, donc elle a été faire les sommations qu'il faut. Mais je pense que, comme elle a si bien dit cette autorité, que ce n'était pas quand même le lieu, disons, d'aller pour intenter, disons, une quelconque rupture de signal ou une coupure. Parce que quand même, il y a les moyens techniques aujourd'hui aidant. On n'a pas besoin de faire, disons, tous ces déplacements-là. Mais en tout cas, c'est clair que nous prendrons les dispositions appropriées pour qu'à l'avenir, justement, que ces manquements ne puissent être constatés. Liesse populaire à Kolda après la victoire du oui. Les populations se sont donné rendez-vous chez le ministre de l'Environnement et maire de Kolda, Abdoulaye Bibi Baldé, salue la victoire du oui et remercie la coalition et les populations qui ont permis de gagner dans la capitale du Fouladou, Abdoulaziz Ban. La demeure du maire de Kolda a été prise d'assaut à l'annonce de la victoire du oui dans la capitale du Fouladou. Sur les 15 collectivités locales, le oui a remporté les 14. Nous sommes très satisfaits de ce résultat qui a été le fruit d'un large consensus de la coalition du oui, composée de la coalition effectivement de Benno Bokk Yakaar, plus nos alliés tels que Chérif Lahib Aïdara, tels que Bekay Diop, des alliés qui soutiennent le président de la République. Ça a été un travail bien fait, de façon méthodique, puisque nous avons atteint pratiquement 60% de oui. Et je pense que c'est un score très honorable. Le Fouladou a répondu à l'appel du chef de l'État, ce qui témoigne de l'importance accordée à sa politique par les populations. Le Fouladou est intimement attaché au président de la République Macky Sall parce que c'est ce qui caractérise ce référendum, c'est l'appel du président de la République qui a été plébiscité et je pense que le Fouladou, encore une fois, est très attaché au président de la République Macky Sall. Cette victoire du oui à Kolda a été célébrée jusque tard dans la nuit par les populations.
46 722 voix pour le oui contre 7 417 pour le non. Ce sont là les résultats du référendum dans le département de Matam, communiqué par la commission départementale de recensement des votes. Une précision de taille, puisque d'autres chiffres étaient avancés. Le mandataire de l'APR à Matam, Farba Ngom, en conférence de presse, s'est félicité de la large victoire du oui dans la région. Notre reporter Oumou Kalsousal revient sur les résultats globaux des départements de Kanel et de Ranérou. Matam qui renouvelle sa confiance au président Macky Sall. Les résultats globaux de la région parlent d'eux-mêmes. 83 452 électeurs ont opté pour le oui contre 13 488 pour le non. Le mandataire du département de Matam, très satisfait de ces résultats, a tenu quand même à faire des précisions car le jour du scrutin, des chiffres ont été avancés avant même la fin du recensement des voix pour le département de Matam. On avait affiché que 38 612 voix, alors qu'il y avait toujours des bureaux de vote et des centres de vote qui n'ont pas été encore recensés. Le résultat définitif s'est tombé en donnant à Matam le nombre de votants, c'est 54 000. Les 46 722 voix, ça appartient à oui. Donc, les 7 417 appartient à non. Des chiffres confirmés par la commission départementale de recensement des votes. Pour le département de Kanel, le oui a recueilli 29 803 voix contre 13 488 pour le non. À Ranérou aussi, le oui s'est imposé avec 6 927 voix, là où le courant du non a obtenu 1245 voix. Matam, 10 collectivités locales, département de Kanel, 12 collectivités locales, département de Ranérou, 4 collectivités locales. À l'unanimité de toutes ces collectivités locales-là, on les a remportées. Chaque collectivité locale, on a gagné massivement pour le oui. Le maire des Agnam a félicité et remercié les populations de la région pour leur engagement aux côtés du président Macky Sall. Il leur demande de rester mobilisés pour d'autres victoires. Mais quand Macky Sall a besoin, on est sûr que ça c'est Macky Sall. Santé en centre régional de contrôle et de surveillance des maladies. C'est une idée de la conférence des chefs d'État et de la CEDEAO émise en 2015. Depuis, le projet avance grâce à l'Organisation ouest-africaine de la santé soutenue par la Banque mondiale. Une rencontre de haut niveau s'est tenue à Dakar autour de la mise en œuvre de ce projet qui cible particulièrement les épidémies et les maladies transmissibles de l'animal à l'homme. Oumar Diawa. En 2015, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a pris une importante décision dans le domaine de la santé. Celle de mettre en place le Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies de la CEDEAO avec siège à Abuja. Depuis lors, les choses sont allées très vite et l'Organisation ouest-africaine de la santé n'a pas ménagé ses efforts pour effectuer tout le travail en amont d'un projet intégré. Renforcer davantage la collaboration entre la santé animale et la santé humaine pour plus d'efficacité dans la réponse aux maladies. Il existe beaucoup de maladies qui sont transmises par les animaux. Dès lors, la surveillance de ces zoonoses est essentielle. C'est un projet qui essaie de promouvoir l'interface entre la santé animale et la santé humaine. Il y a les problèmes de renforcement de capacités de surveillance et de notification de ces maladies, mais également il faudra renforcer les capacités des laboratoires. Le projet RADIS, Regional Disease Surveillance System, système régional de surveillance des maladies, est soutenu par la Banque mondiale. L'épidémie d'Ebola a mis à nu les nombreuses insuffisances des systèmes de santé de la sous-région. Infrastructures, ressources humaines, logistique, gouvernance, surveillance et disponibilité de médicaments. Nous devons aller au-delà de Ebola et voir que c'est un problème beaucoup plus global. Le projet qui nous réunit aujourd'hui et qui nous pousse à aller vers le One Health, une seule santé, est un projet qui apportera beaucoup à notre sous-région. L'instauration d'un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies devrait permettre d'envisager une réponse coordonnée face aux menaces sanitaires à travers tout l'espace CEDEAO.
Plus de 2 ans après la conférence ministérielle de l'OMC à Bali, en Indonésie, un séminaire régional de mise en œuvre de l'accord de facilitation des échanges pour le renforcement de l'intégration de l'UEMOA se tient à Dakar. Ce séminaire organisé par la commission de l'UEMOA avec l'appui du Centre du commerce international a été présidé par le ministre en charge du commerce, Alioune Sarr. Voici le reportage d'Alassane Diédhiou. Le rappel, c'était à Bali, en Indonésie, décembre 2013, lors de la 9e conférence ministérielle de l'OMC. Les États membres ont conclu leurs négociations sur l'accord de facilitation des échanges commerciaux, un objectif décisif pour booster le commerce international. L'objectif de la facilitation des échanges est de réduire les coûts et délais du commerce international en simplifiant, je dirais en standardisant et modernisant les formalités à nos frontières. Il s'agit d'un enjeu clé pour renforcer la compétitivité internationale du tissu de notre secteur privé et l'attractivité économique de nos pays. Sous ce rapport, la Commission et les États membres de l'UEMOA se sont engagés dans une démarche de mise en œuvre harmonisée des obligations contenues dans l'accord de facilitation des échanges. La rencontre de ce jour vient renforcer toutes les initiatives conduites autour de l'accord de Bali, non seulement par les États membres de l'Union, mais également par la Commission, et soutenue de part et d'autre par les partenaires techniques et financiers, tels que le Centre du commerce international et la Banque mondiale. On le sait, avec les États de la sous-région, le Sénégal consacre la majeure partie des échanges commerciaux. La balance commerciale est même excédentaire avec des pays comme le Mali. Dès lors, la dynamique d'intégration sous-régionale est pour les autorités sénégalaises une voie royale et la facilitation des échanges un levier incontournable. La question de la coordination mérite une attention toute particulière, non seulement au niveau des États, mais aussi au niveau régional et international. À l'échelle nationale, les organismes nationaux de facilitation des échanges peuvent être utiles pour aborder les questions de facilitation des échanges de manière coordonnée et répondre aux intérêts contradictoires parfois et renforcer le dialogue et la coopération formelle et informelle entre les parties prenantes, publiques comme privées. Dans le nouveau paradigme du commerce international caractérisé par l'émergence des chaînes de valeur globales, seules les économies capables d'importer et d'exporter à faible coût et d'une manière prévisible peuvent s'insérer durablement et être compétitives dans le commerce international. Ces données entrent en droite ligne des préoccupations des organisateurs de ce séminaire. Et puis cet atelier d'élaboration du programme national d'action du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Les membres de la commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, sont venus à Dakar prendre part à la rencontre. L'évaluation par les pairs permet de renforcer la crédibilité du pays face à la communauté internationale. Il s'agit aussi d'instaurer un dialogue national sur le fonctionnement de la démocratie et les institutions. Luis Bitsa. Par les pairs, le MAEP est un nouveau genre de diplomatie africaine, un nouveau contrat social entre les gouvernants et leurs citoyens. Cette nouvelle démocratie africaine remet en cause le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. C'est le président de la République du Sénégal qui, en 2013, au lendemain de son accession à la magistrature suprême, qui s'était engagé à se soumettre à cet exercice d'évaluation du MAEP. Et cet engagement s'est matérialisé par une convention signée entre le gouvernement du Sénégal et le MAEP, au terme de laquelle le président Macky Sall devra défendre le rapport d'auto-évaluation du Sénégal et sa gouvernance devant ses pairs africains. La Commission économique des États-Unis pour l'Afrique, la CIA, finance entièrement les activités du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Ses membres sont à Dakar pour veiller au bon déroulement du processus. Le mécanisme africain de l'évaluation par les pairs est un processus unique en son genre, car étant un processus africain conçu par les Africains et conduit par les Africains. C'est un processus auquel les pays adhèrent volontairement et c'est un processus qui est axé sur la gouvernance. Fidèle à l'esprit du MAEP, le Sénégal a mis en place une commission nationale de gouvernance, la CNG, appuyée par le ministère de la Bonne Gouvernance. Cette commission est chargée de préparer ses décisions et d'assurer le suivi rapproché du processus d'auto-évaluation. Dans cette perspective, le plan d'action national doit refléter la volonté du pays
de renforcer ses acquis en matière de bonne gouvernance et d'asseoir les bases d'un développement durable pertinent dont les fruits devront permettre l'amélioration du bien-être de tous les citoyens dans toutes les sphères de la vie politique, socio-économique et entrepreneuriale. Le plan d'action national doit être également en cohérence et en harmonie avec les politiques sectorielles de manière à éviter les doubles emplois et à faire jouer les effets de la synergie. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs a été institué dans le cadre du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique par les chefs d'État africains. C'est un mécanisme qui permet de mesurer les performances et les déficiences des pays africains du point de vue de la démocratie, des droits humains, de la bonne gouvernance et des bonnes pratiques de développement économique et social. En tournée dans la région de Diourbel, le directeur du PUDC a été reçu par le Khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Dans la cité religieuse, plusieurs projets du programme d'urgence de développement communautaire sont en cours par Bounatchawa. Une tournée marathon lors de laquelle le directeur général du programme d'urgence de développement communautaire a visité plusieurs réalisations en cours. Partout, le constat est le même, les chantiers avancent à grande vitesse. À Taoufer, par exemple, le nouveau forage n'attend plus que l'inauguration. Cet ouvrage est la toute première réalisation du PUDC dans le pays. Dans cette zone de Touba, d'autres forages et d'autres pistes seront bientôt réalisés. Et à cet effet, le Khalife général Serigne Sidi Mokhtar Mbacké a reçu le DG du PUDC avec qui il s'est longuement entretenu sur la question. Le Khalife s'est beaucoup félicité de la rapidité d'exécution des travaux avant de réitérer sa bénédiction et ses prières à l'endroit du PUDC. Célébration de la Journée mondiale de l'eau, les acteurs de la société civile sénégalaise réfléchissent sur les voies et moyens de renforcer l'accès à l'eau et à l'assainissement face au changement climatique. Anaïs Nyanyamane. L'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous en Afrique pose un véritable défi aux communautés locales. 70% de la population d'Afrique subsaharienne n'a pas accès à un assainissement de base. Au Sénégal, des efforts importants ont été faits pour améliorer le taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, mais ceci reste loin des standards internationaux. Relever donc les défis nombreux qui nous interpellent requiert la mobilisation de tous. La disponibilité de l'eau, ça veut dire que la qualité de l'eau, la question également de la ressource eau et de son accessibilité pour tous, ce sont des questions importantes. Et avec l'impact du climat, il faudra qu'on analyse réellement sur ces différents points dont je viens de citer, comment mieux gérer notre eau. L'accès à l'eau et à l'assainissement est un droit humain. L'organisation non gouvernementale d'appui au gouvernement Congad prône un changement de comportement pour un accès aux liquides précieux. Eau et changement climatique, c'est comme nous l'avons toujours dit au niveau du Congad, c'est une conjonction de facteurs essentiels au développement de nos économies dans un contexte de sous-développement. Cela veut dire que nous sommes tenus, sous l'angle des changements climatiques tout court, de considérer notre comportement vis-à-vis de la ressource eau, de le considérer comme étant un facteur essentiel. Durant ces 2 jours d'échange, les acteurs du secteur de l'eau seront plus outillés afin de mieux faire face au dérèglement climatique, situation qui impacte négativement la quantité et la qualité des ressources en eau. La question des changements climatiques est au centre également de la journée mondiale de la météo, célébrée chaque 23 mars. Demain donc, nous sommes avec M. Magaï Maram Diallo, directeur général de l'ANACIM, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météo. Monsieur Nao, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, demain, c'est une date phare pour votre profession. Qu'est-ce que représente justement cette date pour la météo et l'agence que vous dirigez? Je vous remercie tout d'abord. Comme vous l'avez si bien dit, le 23 mars marque une date importante pour les services météorologiques. Comme vous le savez, c'est une date qui marque, comme je l'ai dit tout à l'heure, la création de l'Organisation météorologique mondiale, qui est l'organe des Nations Unies spécialisé pour le traitement des questions relatives à l'eau, au climat et au temps.
Chaque année, le conseil exécutif de cette organisation OMM définit un thème d'actualité. Cette année, l'actualité porte sur les changements climatiques et les fortes températures que vous avez notées durant l'année 2015 en sont une belle illustration. Alors plus chaud, plus sec, plus humide, faisons face à l'avenir, c'est le thème de cette année. C'est une triptyque un peu climatique là. Oui, le thème a été extrêmement bien choisi, qui a deux phases, plus chaud, plus sec, plus humide, qui traduit les changements climatiques, c'est-à-dire plus chaud, nous avons des variations très importantes et anormales des températures. Plus sec, nous avons également des épisodes de sécheresse, mais paradoxalement également des fortes pluies. C'est vraiment la triptyque de ces changements climatiques. Mais cette journée appelle également c'est un appel à la communauté internationale pour que les changements climatiques puissent être intégrés dans toute prise de décision, mais également dans toute politique de développement. Il faut également mettre en place des politiques d'atténuation. Comme vous le savez, ces changements climatiques sont à l'origine de ces rejets des émissions qui sont notées à travers le monde. Il faut, à l'image de l'arrangement qui a été trouvé au niveau de la COP21 qui s'est tenue à Paris du 30 novembre au 12 décembre, prendre des mesures drastiques pour mettre en place des moyens d'atténuation. Mais également, comme vous le savez, ces changements climatiques sont en train de montrer leurs effets. Il faut également mettre en place des politiques d'adaptation par des systèmes d'alerte précoce, soutenus par un bon système d'observation qui permettra de prendre en charge ces effets néfastes des changements climatiques. Alors, un triptyque d'actualité, hein, je rectifie. Et, quelle est la situation justement des changements climatiques au Sénégal et les mesures que vous prenez justement pour faire face? Oui, la situation des changements climatiques au Sénégal, je pense a été très visible durant l'année 2015. Et le dernier trimestre 2015 a été l'un des trimestres les plus chauds depuis 1900. Et vous avez vous-même constaté que le mois de janvier a connu effectivement des augmentations de température anormales allant entre 2 à 4 degrés. Ce qui traduit concrètement ces changements climatiques. Qu'est-ce que nous faisons maintenant pour prendre en charge tout cela? Il faut disposer d'abord de ce qu'on appelle un bon système d'observation. Il faut surveiller le temps. En quoi faisant? En disposant de ce système d'observation, nous disposons à travers le Sénégal 24 stations qui nous permettent de mener des observations journalières, et toutes ces données sont concentrées au niveau de la météo et également transmises au niveau mondial afin que cette surveillance du temps puisse être menée et que la prévision nécessaire puisse être transmise afin de permettre à la population de pouvoir mieux faire face à ces changements climatiques. On a parlé au sommet de la COP21, la question du financement justement des projets dans la lutte contre les changements climatiques. Quels sont les moyens dont dispose votre agence justement pour accomplir ces missions? Il faut d'abord se féliciter de l'accord universel et ambitieux qui a été obtenu au niveau de la COP21. Ce n'était pas facile, ce n'était pas évident. Donc cet accord impose à l'ensemble de la communauté internationale de contenir ces augmentations de température en deçà de 2 degrés et de tout faire pour les limiter à 1,5 degré. Je pense que ça a été des discussions très fructueuses, très dures parfois, mais qui ont permis d'aboutir à ce résultat. Au niveau du Sénégal, comme je l'ai dit tantôt, nous disposons des ressources humaines. Nous avons des ingénieurs prévisionnistes, des docteurs qui sont extrêmement très bien formés, qui disposent également des moyens techniques, dont le réseau d'observation que je viens d'évoquer. Et je rappelle que le Sénégal, depuis 1848, a commencé à relever les données météo à travers le monde. C'est pour dire que tous ces éléments-là, au niveau également de l'ensemble des moyens que nous avons, des moyens qui permettent au niveau satellitaire de recueillir également les données atmosphériques, nous permettent aujourd'hui, dans le cadre de cette surveillance du temps et également de la recherche, de pouvoir disposer, de pouvoir mettre en place un bon système. Et pour preuve, je dirais que nous avons mis en place ce qu'on appelle un système d'alerte précoce. Et ce système d'alerte précoce a permis de traduire ces observations météo en langage clair et de le transmettre directement via SMS aux pêcheurs. Et ceci a permis de réduire le taux effectivement de décès
qui ont été notés suite aux intempéries qui ont été enregistrés en mer. Alors, plus chaud, plus sec, plus humide, le programme de ce 23 mars, demain donc, comment va-t-il se dérouler? Je dirais d'abord, avant de parler du programme, que l'État du Sénégal dispose avec ses partenaires au développement que sont la BAD d'un important programme qu'on appelle ClimDev. Et ce programme permettra effectivement de réhabiliter l'ensemble de ces stations, ce qui est un aspect également très positif à souligner. Le programme de demain sera un programme très important. La mise en place sera terminée à partir de 9h30 sous la présidence de Madame le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Madame Maïmouna Ndoye Seck. Nous allons d'abord donner la parole aux jeunes parce que nous avons invité les élèves du cycle primaire jusqu'au cycle moyen, afin de commencer la sensibilisation très tôt. Parce qu'il faut se dire que l'homme est souvent responsable de ces rejets qui sont notés au niveau de l'atmosphère. Après cela, nous présenterons le thème à travers des spots et une présentation PowerPoint pour mieux sensibiliser les invités. Nous avons également, comme je l'ai dit tantôt, des partenariats avec le secteur agricole, mais également le secteur de la pêche. Nous avons des champs tests que nous avons mis à Kaffrine. Et nous avons invité un agriculteur qui viendra quand même expliquer l'importance de l'information météorologique. Maintenant, dans beaucoup de zones rurales, ils disent nous attendons la météo avant de commencer les semis, ce qui est une avancée très significative. Nous avons également, à travers le système d'alerte presse que je viens de dire, d'excellents rapports avec les pêcheurs artisanaux. Et je pense que c'est le moment également de vulgariser ce partenariat-là. Et enfin, nous allons avoir le discours d'ouverture officielle de Madame le ministre, qui sera également suivi d'une visite des installations, mais également l'ensemble des stations de radiosondage, mais également de mesures de surface. Et la cérémonie sera poursuivie jusqu'à 17 h avec une porte ouverte pour pouvoir recevoir l'ensemble des élèves et mieux les présenter et même susciter des vocations en météorologie. De bonnes choses en perspective. Merci en tout cas, Monsieur Magaï Maramdao, directeur général de l'ANACIM, c'est l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météo. Et demain, c'est la journée mondiale de la météo, demain 23 mars. Merci. La Banque ouest-africaine de développement a démarré ce matin la 10e session de son conseil d'administration. L'occasion pour la banque de révéler qu'au titre de l'année 2015, elle a octroyé 300 milliards pour le développement des infrastructures dans la sous-région. Hamidou Diop. À l'ouverture de la 5e session du conseil d'administration, la Banque ouest-africaine de développement annonce que plus de 300 milliards ont été octroyés en 2015 sous forme de financement d'infrastructures pour l'intégration régionale. Je peux indiquer que 2015 a été une année satisfaisante. Malgré le handicap que constitue la rareté des ressources concessionnelles, la banque a pu octroyer des financements d'un montant total de 296 milliards de francs CFA. 90% de ces financements ont été consacrés à des projets d'investissement, notamment dans les infrastructures favorisant l'intégration régionale. Tirant profit de sa crédibilité, la BEAD a également pu fédérer autour d'elle des banques commerciales locales en vue de soutenir plusieurs opérations. Les financements réalisés dans ce cadre s'élèvent à 442,5 milliards de francs CFA. En ce qui concerne la mobilisation des ressources, la BEAD annonce également qu'elle a mobilisé presque 72 milliards sur le marché régional des capitaux. Nos efforts ont aussi consisté à développer l'ingénierie du financement et des services, poursuivre l'amélioration de la gestion et de la gouvernance, renforcer la crédibilité internationale de la banque. Cette 5e session doit permettre à la BEAD d'examiner des propositions d'opération à court et long terme concernant les infrastructures routières, l'énergie, l'eau potable, l'assainissement, entre autres. En tournée de travail dans la région de Ziguinchor, le ministre du Tourisme et des Transports aériens a été reçu par Sa Majesté Sibulumbaï Diédiou, roi d'Oussouye, accompagné d'une forte délégation. Maïmouna Ndoye Seck a fait part à Sa Majesté de prier pour une paix durable, gage d'une bonne relance de la destination Casamance. Moussa Mané. Être reçu par le roi Sibulumbaï Diédiou est toujours un privilège pour tout visiteur en Basse-Casamance. Sa Majesté, l'incarnation de la spiritualité dans ce royaume d'Oussouye, et le ministre, l'incarnation de l'État. Tous œuvrent pour un même peuple, dans une même nation. Alors, les discussions ne peuvent tourner qu'autour de la paix et la concorde nationale. Recueillir des prières
pour le Sénégal d'abord, pour le président de la République et la réussite de sa politique, mais aussi la réussite de la relance du tourisme, puisque nous sommes dans la région de Casamance dans le cadre des discussions du projet de relance du tourisme en Casamance. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une reprise et nous sommes venus constater les avancées. Donc solliciter des prières pour que cette relance se consolide pour le bien des populations de la région naturelle de Casamance, mais également pour le bien du Sénégal en entier. Portant la parole de Sa Majesté, l'oncle du roi Pompidou Diédhiou est revenu tel un cours magistral pour expliquer à Maïmouna Ndoye Seck et sa délégation les attributs du roi d'Oussouye, son influence, le rôle qu'il joue dans la société. Personnage très respecté par ses sujets, ses apparitions sont peu fréquentes. Cependant, dans l'exercice de ses fonctions, il est assisté de vice-roi. Le roi a été intronisé en 2000, le 17 janvier, après une vacance du trône de 16 ans, parce que son prédécesseur est décédé en 1984. Ici, on n'appelle jamais le roi par son nom. Le roi, on l'appelle Man, que l'on peut traduire tout simplement par majesté. C'est un chef spirituel. Parce que c'est dans cette région où 90% des populations autochtones ont conservé la tradition religieuse de nos ancêtres. Personnage incontournable à Oussouye et environ, Sibilou Mbaye Diédhiou joue le rôle de régulateur de la société dans cette partie sud du Sénégal. Le roi est également une vitrine pour le tourisme, puisque c'est une forme de gestion de la cité restée dans la mémoire collective et qui nous ramène à l'Afrique précoloniale. Ce qui nous plonge dans la rubrique au cœur de nos cultures. Ce soir, nous parlons de la plus ancienne déclaration des droits humains au monde. De la charte de Kourou Kanfouga serait proclamée en 1235 dans l'Empire du Mandé qui regroupait à l'époque 9 États dont le Sénégal. Dans cette déclaration, on retrouve des articles concernant la participation des femmes à la gouvernance, le cousinage à plaisanterie, l'égalité et la dignité de tous les individus. 1235, proclamation de la charte de Kourou-Kanfouga dans l'Empire du Mandé. La déclaration des droits humains, la plus ancienne de l'histoire de l'humanité, qu'un groupe de chercheurs a fait sortir de l'oubli en 1998 lors d'un colloque à Niamey. Professeur Hamidou Dia fait partie de ces universitaires et hommes de lettres à l'origine de cette découverte. En 1235 donc, après la bataille de Kirina, quand on a proclamé cette charte, cela a été fait 512 ans avant la Révolution française. Le groupe du professeur Dia compare la charte de Kourou-Kanfouga à la Magna Carta qui fait office de constitution en Angleterre. La différence, c'est que la grande charte de 1235, n'est-ce pas, sous les Plantagenets, cette grande charte n'a pas été appliquée. Il a fallu une révolte pour que le pouvoir royal se plie. Contrairement à Sundiata, ici la révolution vient du haut vers le bas. C'est Sundiata qui propose ça. La proclamation de cette charte est donc profondément liée à l'histoire de l'empereur Soundiata Keïta. Historien des sciences exactes, Dr Omar Dioum évoque cette histoire avec beaucoup de réserve. La charte de Kourou-Kanfouga date de 1236, après la victoire supposée, je dis victoire supposée parce qu'il s'agit de sources orales, de Soundiata Keïta contre Soumaoro Kanté, le roi forgeron. Après la guerre, la paix. Et pour y arriver, il fallait s'entendre sur des règles de vie communes assignées dans la charte de Kourou-Kanfouga. L'équivalent de l'habeas corpus. L'habeas corpus, c'est le fait que nul ne peut être détenu arbitrairement, sans le jugement de ses pairs. Nous trouvons des articles qui concernent l'environnement, comment il faut respecter l'environnement. Nous trouvons des articles concernant la présence des femmes dans la gouvernance. Il faut que les femmes participent à la gouvernance. Nous trouvons des articles qui abolissent
l'esclavage sur l'étendue du territoire. 44 articles au total qui légifèrent et organisent la vie sociale dans le monde. C'est à Kouroukan-Fouga, dans cette clairière, qu'on va être institué la parenté à plaisanterie. Quand on est Djara au Soudan, on est Djata en Casamance et on est Ndiaye à Dakar. Quand on est Traoré là-bas, on est Diop. Donc entre eux, parenté à plaisanterie. Vous pouvez vous saluter, mais vous ne pouvez pas être en conflit ouvert. Le Mandé, qui était composé à l'époque de 9 États. Dans le Sénégal, dans le Soudan à l'époque, le Mali, dans la Guinée-Bissau, dans la Gambie, dans la Mauritanie, dans la Haute-Volta, enfin le Burkina Faso, dans la Côte d'Ivoire, dans la Sierra Leone, etc. Donc c'était un vaste empire. Ces populations-là, on les retrouve aujourd'hui dans les mêmes endroits. Vous retrouvez les Socé du Sénégal, les Bambara de la région de Tambacounda, les Bambara du Mali, les Maninka Mori qui sont les Mandingues de Guinée, ceux de Cancan, les Socé de Kabou. C'est donc un même peuple qui veut rappeler sa contribution à l'histoire de la civilisation, même si parfois la polémique subsiste sur l'origine de cette charte. Dans ce livre, la charte du Manding, je le répète, se confond avec le serment des chasseurs. Or, pour pratiquement tous les autres chercheurs, y compris l'histoire générale de l'Afrique noire, tome 4, la charte de Kouroukan-Fouga existe. Mon ami Youssou Tata Sissé, il a pensé que le serment des chasseurs, le 21 articles, c'était suffisant. Mais ce qu'il n'a pas tenu compte, c'est tout le travail fait dans la sous-région pour découvrir la charte de Kouroukan-Fouga. Serment des chasseurs ou charte de Kouroukan-Fouga, le plus important est que ces déclarations des droits humains témoignent de la vitalité de la civilisation africaine au XIIIe siècle. On a l'impression qu'on n'a pas donc de culture. Or, l'Afrique a un gisement culturel extraordinaire. Ce gisement, s'il est bien exploité, judicieusement exploité, il peut être adapté et inspirer les gouvernances actuelles. Ça participe au réarmement moral de notre société. Voilà pourquoi nous pensons que la charte du Mandé doit être absolument connue, approfondie, ces articles vulgarisés. Cette charte commune à tout le monde est appelée Kouroukan-Fouga en référence à l'endroit où ces déclarations des droits humains a été faite. Ici, le président malien posait la première pierre pour faire de ce patrimoine immatériel de l'UNESCO un bien palpable et commun à toute l'Afrique et au-delà, au monde entier. L'Empire du Mandé et sa fameuse charte du Kouroukan-Fouga qui renaissent dans la rubrique au cœur de nos cultures du Martia. Vous les voyez souvent à l'arrière des taxis et vous prenez certainement le temps de les lire. Des messages fort révélateurs, confrériques, voire confessionnels ou proverbiales. Ils expriment toute une appartenance à une communauté, à un sentiment affectif et parfois c'est une mise en garde qui vous est adressée. Koumadia Hatemar s'est intéressé à ces bouts de phrases très parlants que l'on retrouve derrière les taxis de Dakar. En pleine circulation, on est frappé par des inscriptions à l'arrière de beaucoup de taxis. Des messages qui se suivent mais ne se ressemblent pas. Chacun y va de son avis ou de sa préférence. On peut écrire Bahiaï, Yalla ou bien le nom de son marabout. Je suis fidèle Mouride, cher Ibrahim Fall est mon guide. Et le fait de l'écrire, cela attire tous les clients Mouride. Comment sont écrits ces messages? Avec quels produits? Pour avoir la réponse, direction La Médina, chez Khalidou. Il est décorateur de voitures. Nous le faisons avec du peinture à l'huile. Si c'est seulement Alhamdulillah ou bien 5 minutes ou bien 6 minutes maximum. Je peux pas, nous le faisons maximum 3000 francs, mais las, c'est 1000 francs. Peu importe le prix, ces chauffeurs veulent exprimer soit leurs sentiments ou leurs croyances.
Mais c'est bien parce qu'elle nous attire. Des fois, tu rentres dans le taxi, tu vois Seigne Fallou, tu es très content. Bon, généralement, je ne fais pas attention à cela. Quand je prends un taxi, je me dis que j'ai mon argent. J'essaie de voir un taxi neuf, généralement un taxi présentable. Mais quant à ce qui est écrit, généralement, je ne fais pas attention à ça. Je ne voulais pas heurter les consciences des gens, parce que les gens, parfois, ce sont des mouris, ce sont des tidjanes, des catholiques, comme ça. Donc, s'ils n'arrivent pas à distinguer les mouris et les tidjanes, je prends seulement un client. J'ai écrit seulement ce qui est important. C'est le numéro de licence seulement. Les messages à l'arrière, voire à l'avant des taxis, sont de plus en plus accompagnés de photos pour illustrer l'intérieur du véhicule. L'actualité internationale après